Chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Ici l'Oise, déjà le 6e. Comme d'habitude, je vous invite à vagabonder sur les sentiers de cette belle Oise pour y découvrir, y dénicher des trésors, des raretés, des personnages savoureux, des monuments majestueux. Pour commencer, nous irons dans le Vexin, à Reilly, à la fête de l'Osier. Avant de nous déplacer dans le Compiègnois, à Venette, pour y découvrir la première stèle érigée en l'honneur des animaux morts pour la patrie. Ensuite, nous redescendrons vers Nanteuil-le-Haudouin, dans le Valois, pour ressusciter numériquement le château de Nanteuil, avant d'aller planter un arbre, des arbres même, à Vavigny, sur le plateau Picard, en compagnie de Philippe Lachaud, acteur et réalisateur de grand talent. Et pour finir, nous terminerons à Mortefontaine pour une très belle histoire de jumelage entre cette jolie petite ville du sud de l'Oise et une cité américaine, sous le regard du grand Napoléon et de son frère Joseph Bonaparte. L'Oise compte de nombreux villages splendides, renommés, comme Gerberoy, Pierrefonds, Saint-Jean-au-Bois. Il en est un moins connu, mais qui gagne à l'être. C'est Reilly, au cœur de ce Vexin précieux. Reilly, où est organisée depuis plusieurs années une magnifique fête de l'osier à l'aube de l'automne. Allons-y. En osier, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire évidemment des paniers, mais on peut faire des chapeaux, on peut faire des bâtons et beaucoup d'autres objets que vous allez découvrir. Nous sommes aujourd'hui à Reilly, à la fête de l'osier, avec le grand maître de la confrérie, alors façonneur du noble osier. Façonneur du noble osier, Joël Rouillet. Alors, grand maître, qu'est-ce que c'est que l'osier déjà? Alors l'osier, monsieur le sénateur, ce sont des rejets de certains saules destinés au tressage. Tous les saules ne font pas des rejets qui vont pouvoir être utilisés, c'est simplement certaines variétés de saules. Ils ont des rameaux très flexibles qu'on peut utiliser pour faire tous les beaux paniers que vous avez pu voir cet après-midi ici. Et la fête qui est ici à Reilly, c'est surtout la démonstration de savoir-faire des plus grands vanniers de France qui sont ici présents. Alors, des vanniers, il y en a combien en France aujourd'hui à peu près? On compte à peu près 200 vanniers, mais je crois qu'on compte assez large. C'est une profession qui a eu tendance un petit peu à disparaître parce que c'était très difficile de continuer à vivre de ce métier-là pendant un certain nombre d'années. Parce que comme j'ai dit dans mon discours, si vous voulez, les vanneries ont été remplacées par des matériaux composites, le plastique, etc. Et maintenant, on se rend compte que ces matériaux, comme le plastique, posent bien des problèmes dans l'environnement et qu'il va être intéressant de revenir à des articles de vannerie qui sont biodégradables, qui ne vont pas faire polluer, etc. Alors évidemment le coût est des fois un petit peu supérieur, mais quand même ce sont des objets qu'on peut garder pendant des années et des années aussi chez soi. Alors donc, l'osier c'est écolo, ce n'est plus du tout ringard, c'est même à la mode puisque certaines grandes marques aujourd'hui utilisent l'osier. Je vois que vous connaissez bien notre métier, monsieur le sénateur, c'est parfait. J'étais à bonne école. Mais effectivement, des grandes marques du luxe, je ne les nommerai pas, mais vous imaginerez très vite lesquelles, hein, qu'on voit dans la rue Montaigne, par exemple, à Paris, exposent des vanneries qui sont faites par des vanniers qui sont ici, présents ici.
Et la main, l'intelligence de la main, l'intelligence du cerveau, demeurera toujours le plus beau des ordinateurs. Il ne fera jamais mieux que la subtilité, la finesse, la souplesse, la capacité de réaction de nos mains. Cher Marc, cette fête de l'osier à Reilly, elle existe depuis quand? Alors, elle existe depuis 2004, et on fait ça tous les 2 ans, Oui. sauf Covid, malheureusement. Et alors, pourquoi une fête de l'osier à Reilly? Alors c'est tout simple, on a une habitante de Reilly depuis toujours, qui a des origines au Marnaise, et une famille de vanniers. Et quand on s'est rencontrés à Reilly, elle m'a dit « Marc, il faut que tu connaisses la vannerie, c'est exceptionnel, viens voir ce qui s'y passe ». Je suis allé alors là à Villaines-les-Rochers pour la première exposition que je faisais. Et là, je suis tombé amoureux et de la vannerie et des artisans vanniers. Et là, on s'est dit en rentrant, et si on faisait quelque chose dans un endroit où finalement la vannerie est peu connue. Et on a démarré ça en 2004. Ça a été sur la place du village. C'était gadouilleux, on avait été obligé de mettre de la paille, etc. On a eu du monde. Et puis un peu plus tard, Françoise van der Veen, qui est propriétaire de ce domaine, nous a dit « et si on le faisait là, ça serait encore plus prestigieux ». Et nous voilà ici, depuis déjà 4 éditions. Ce n'est pas la seule fête de l'osier en France, mais c'est une des plus belles. C'est une des plus belles aujourd'hui. Notre idée, c'est quand même de faire que de la vannerie dans cette fête-là. On a beaucoup de fêtes artisanales où on voit de très belles choses. Là, on reste sur de la vannerie et de la vannerie française. Si chaque commune de France compte depuis près d'un siècle un monument aux morts où l'on se retrouve chaque année le 11 novembre et le 8 mai pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour la patrie, il n'existe qu'une seule commune dans l'Oise à avoir érigé, édifié une stèle en hommage aux meilleurs amis de l'homme, victimes eux aussi des conflits mondiaux. C'est Venette, aux côtés de Compiègne. Nous y allons. Dans la Bible, Noé sauve les animaux avec son arche. Mais dans l'histoire, ce sont souvent les animaux qui ont pu sauver les hommes. Par exemple avec les oies du Capitole qui ont sauvé Rome de l'invasion des Gaulois. De tout temps, nous avons eu besoin de nos amis à 4 pattes ou avec des ailes. Et depuis un peu plus d'1 an, à Venette, à côté de Compiègne, eh bien, il existe un monument tout à fait singulier qui rend hommage aux animaux morts pour la patrie, morts pour avoir aidé leurs congénères à 2 pattes durant les conflits mondiaux. Nous allons découvrir ce monument en honneur de ces animaux de Venette. Alors nous sommes avec Stéphane Berger, président de la section de Venette de la FNCR, Fédération nationale des combattants républicains. C'est exact, oui. Et c'est vous, cher Stéphane, qui êtes à l'initiative de ce beau projet d'un monument aux morts en hommage aux animaux morts pour la patrie. Ce type d'initiative qui est rare en France, elle existe beaucoup dans d'autres pays. Oui, c'est vrai que les pays du Commonwealth sont très en avance sur ce sujet par rapport à nous. Et je suis un peu fier de dire quand même que nous sommes à peu près la 7e commune en France à avoir fait ce type de stèle pour leur rendre hommage. Alors la 7e commune en France, mais la première, la seule dans l'Oise. La seule dans l'Oise et la seule avec de l'argent français. Je tiens à le préciser quand même, toutes les stèles et plaques qui sont sur le territoire français rendant hommage aux animaux ont été payées par de l'argent du Commonwealth. Sauf donc à Venette. La nôtre. Donc à Venette, c'est la mairie qui vous a aidé sur ce projet. La mairie nous a énormément aidés. Alors les animaux de guerre, il y en a surtout eu 3 sortes, des chiens,
des chevaux, des équidés, il a pu y avoir des ânes parfois, et puis des pigeons voyageurs aussi qu'on oublie souvent, mais qui pendant notamment le premier conflit mondial ont eu un rôle clé. Le pigeon était ce que j'appellerais le facteur volant. Le facteur volant, hein, c'était le premier à survoler les lignes ennemies, alors soit avec une caméra pour prendre des photos, c'était le prémisse du drone, les premiers drones. Hein. Après le facteur, parce qu'il permettait de pouvoir envoyer des petits messages en disant que telle position était à tel endroit ou autre, ça permettait de pouvoir régler l'artillerie sur les défenses. Voilà. Combien d'animaux évalue-t-on pour la Première Guerre mondiale? Combien y ont participé à peu près? Alors, il n'y a pas eu de chiffres exacts, mis à part des chiffres de réquisition sur des pigeons ou des équidés. Alors, équidés correspond bien sûr aux chevaux, aux ânes, aux mules, toute cette famille-là. On estime à peu près à 14 millions d'animaux qui ont été engagés dans le premier conflit. 14 millions d'animaux, ça équivaut à peu près à 11 millions d'équidés, 200 000 pigeons, 120 000 chiens, et puis après des animaux marins, type du phoque, du dauphin, des hérissons, plein de... Des hérissons? Des hérissons, oui, oui, oui. Le hérisson était, il a une ouïe qui est extrêmement fine, et on s'en servait, on le mettait dans les tranchées, et le hérisson se mettait en boule. Quand il entendait des vibrations et quand il sentait les vibrations dans le sol, ça voulait dire que les ennemis arrivaient, creusaient en dessous, faisaient des sapes pour faire exploser les tranchées. Et les dauphins ou les phoques? Les dauphins, les phoques étaient soit pour de la reconnaissance ou malheureusement on leur mettait des charges explosives sur le dos et on les envoyait en direction des bâtiments marins pour les faire exploser. Déjà lors de la Première Guerre mondiale? Déjà lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui a été continué par l'armée russe jusque très récemment avec des chiens où on dressait des bergers allemands avec des mines sur le dos pour faire exploser des tanks. Nous sommes maintenant avec Romuald Sels, monsieur le maire de Venette. Romuald, est-ce que tu es fier d'être l'édile de la première et la seule commune de l'Oise à avoir sur son territoire, à côté du monument aux morts, un monument en hommage aux animaux morts au combat? Eh ben, écoute, oui, j'en suis plutôt fier parce que c'est quand même une idée qui émane d'un habitant de la ville et d'une équipe. Et cette proposition tout de suite m'a plutôt séduit et j'ai trouvé que derrière tout ça il y avait du sens. Donc moi c'est quelque chose qui me plaît aujourd'hui. Alors la commune a fait un effort financier, ça a coûté combien? Aujourd'hui le montant se situe aux alentours de entre 4 et 5 000 euros, hein, toute finition faite. Je crois que le jeu en valait la chandelle. Par la suite, on a tout de suite compris qu'il y avait un engouement pour ça, puisque de nombreux habitants nous ont appelés, nous ont écrit et nous ont dit c'est une formidable idée. Et donc l'inauguration a eu lieu le 11 novembre, date symbolique, oui. 2021, c'est ça? Exactement, qui a réuni énormément de personnes, notamment beaucoup d'enfants des groupes scolaires de la ville, et puis un bon nombre de personnes qui étaient là, la représentativité du corps militaire, un maître chien, on avait aussi un cheval qui était aussi présent. On a vraiment fait une très belle inauguration qui restera dans les mémoires vénétiennes. Alors Stéphane, tu m'as raconté tout à l'heure une histoire qui m'a médusé, un pauvre chat qui aurait été fusillé pour connivence avec l'ennemi? C'est exact, puisque ça s'est passé exactement le 11 octobre 1914. Le chat est un petit peu solitaire, hein, comme on le sait. En période de guerre, le chat a faim, donc on va sur les troupes françaises pour chercher du réconfort, un peu à manger, et va de l'autre côté des lignes. Et l'état-major français a décidé que c'était connivence avec l'ennemi. Donc son crime était d'être allé chercher un peu de pitance du côté Boche. Exactement. N'oublions jamais que le cheval, le chien, peut-être l'oiseau, sont les meilleurs amis de l'homme. Ça a toujours été les meilleurs amis de l'homme et je pense, et je l'espère, ça restera. L'histoire nous joue parfois des tours. C'est ainsi que des monuments peuvent s'évanouir, victimes de l'usure du temps ou de la violence des hommes. Mais désormais, grâce à la magie de l'ordinateur et sa toute-puissance,
des villes, des monuments, des châteaux peuvent retrouver une seconde vie. C'est ainsi qu'à Nanteuil-le-Haudouin, le château, datant de la Renaissance, disparu depuis des siècles, vient de ressusciter, au moins virtuellement. Allons voir ça. Nous sommes aujourd'hui à Nanteuil-le-Haudouin, au sud-est de l'Oise, en limite du Val d'Oise, non loin de la Seine-et-Marne. Nous sommes avec Régis Moreau, qui est le président de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin. Nanteuil-le-Haudouin, dans l'histoire de France, est notamment connu pour les taxis de la Marne, mais à Nanteuil-le-Haudouin aussi, il y eut, à l'époque moderne, un château magique dont il reste pas forcément grand-chose, mais dont l'association vient de permettre une résurrection numérique. Alors, Régis, explique-nous ça. Bien, depuis quelques années, l'association, qui se compose à la fois d'historiens, d'archéologues et d'amateurs, a décidé de se pencher sur la question d'un château qui a disparu à la Révolution. Il a été démoli, déconstruit plus exactement. Mais ce château est une très grande structure qui aujourd'hui aurait couvert la moitié de la commune de Nanteuil. Et pourtant, il a complètement disparu des mémoires. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette étude à la fois scientifique et à destination culturelle pour le plus grand nombre. Et alors quand je parle de résurrection numérique, il vous suffit aujourd'hui à Nanteuil-le-Haudouin d'avoir un smartphone ou une tablette et vous allez à certains endroits de la commune, vous trouvez des bornes, vous mettez votre smartphone et vous voyez une réalité virtuelle vous replonger au XVIIe siècle. C'est ce qu'on va faire. On va le faire. Il vous suffit donc avec un simple smartphone de venir scanner le code qui est sur les différents panneaux que nous avons mis dans la ville et vous retrouvez avec la façade du château, ici par exemple. Et lorsque vous pivotez à 360 degrés, vous découvrez Nanteuil telle qu'elle était à la fin du règne de Louis XIV, disons vers 1715. Donc c'était un château de briques et de pierre. C'est un château Renaissance à l'origine qui a eu pour première visite royale François Ier lorsqu'il venait visiter son château de Villers-Cotterêts. Nous sommes entre Paris et Villers-Cotterêts. Et ensuite Henri II, son fils, puis la quasi-totalité des rois de France du XVIe et du XVIIe siècle sont venus ou sont passés par Nanteuil-le-Haudouin. Nous en avons des actes historiques, mais également beaucoup de traces, puisque les familles seigneuriales sont très proches de la couronne, que ce soit au Moyen-Âge jusqu'à la Révolution. Le dernier seigneur de Nanteuil étant le prince de Condé, propriétaire également du château de Chantilly. Les pierres brunes, un vieux castel, des douves noires profondes. L'air est froid, un vent glacial, l'hiver s'étire. Soudain le guetteur sonne. Le corps résonne, le donjon s'éveille, frissonne. Quand l'averse s'élève, une haie d'honneur se forme. Une lame d'acier scintille, les trompettes agressent nos feux. Les tambours crépitent, solennels. Glaive à la hanche, un chevalier s'avance. Juste fière, destrier noir, dans le fer. Alors, des vestiges du château, il n'y en a plus beaucoup. Il y a effectivement cette base de tours. Et alors,
pour vraiment se rendre compte de ce que c'était. Rien de mieux maintenant que la réalité virtuelle et numérique pour voir en fait le château comme en vrai, monsieur le professeur, parce que je crois que dans la vie civile, tu es professeur. Professeur d'histoire au collège Guillaume Calle de Nanteuil-le-Haudouin. Donc c'est vrai qu'il y a un intérêt aussi pour les jeunes générations à toucher avec leurs outils numériques habituels, c'est-à-dire leur téléphone, du doigt ce que pouvait être l'histoire qui a pourtant complètement disparu. Donc ils peuvent avoir une longueur d'avance sur la génération qui les a précédés. Alors les smartphones, ça peut être diabolique, mais ça peut être aussi magique en nous permettant de nous replonger dans le passé de façon quasi concrète. Pour avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemblait, on peut citer des châteaux qui existent encore actuellement. Alors parmi les châteaux qui ressembleraient, un château briques et pierre, on en a pas mal dans les Hauts-de-France. On a également le château d'Écouen qui abrite le musée de la Renaissance et qui est situé pas trop loin de chez nous. Il faut savoir que Nanteuil-le-Haudouin, d'un point de vue historique, appartient plutôt à l'Île-de-France qu'à la Picardie. On est en limite culturelle et on a aussi un intérêt, c'est-à-dire qu'on est à 50 km de Paris, donc une journée de cheval. Pour la noblesse de cour, c'est très intéressant de venir se mettre un petit peu au calme et fomenter parfois quelques coups et sans être trop loin de la cour. Oui, et qui plus est dans un endroit où le gibier était présent et nombreux et où on pouvait exercer la chasse qui était le plaisir favori de la noblesse. Gilles Sellier, monsieur le maire de Nanteuil-le-Haudouin, je crois que vous êtes heureux d'avoir cette belle association qui fait revivre le passé de Nanteuil et que vous donnez un petit peu de sous, un peu d'aide pour, pour les aider. Pas mal, oui. Oui, on est pas mal. Mais c'est un plaisir de travailler avec l'association Archéologie, surtout qu'ils me font découvrir l'histoire de Nanteuil, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment le passé, hein, donc avec la découverte du château, avec les fouilles qu'ils ont fait. C'est vraiment un travail extraordinaire. Alors, il y a eu une première pierre, entre guillemets, à cette renaissance du passé, mais je pense que la culture, c'est important pour vous. Il y a un projet notamment de médiathèque. Juste à côté. Juste à côté, qui s'appelle la médiathèque du château, en plus. Et on va essayer de travailler ensemble. En plus, il y a des, qu'on s'appelle des icônes. Les QR codes. Les QR codes. Je ne suis pas très moderne, je suis désolé, mais QR codes qui sont mis et donc à diverses places autour de la médiathèque et dedans. Et comme ça, on pourra découvrir le château en 3D. Des gestes pour sauver la planète et préserver l'environnement, on peut et on doit tous en faire. Car, comme le disait si bien Antoine de Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la planète de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Alors, à nous d'économiser l'eau, l'énergie, de pratiquer le tri sélectif, de planter des arbres. C'est d'ailleurs ce que vient de faire la municipalité de Vavigny sur le plateau Picard. À l'initiative d'un des adjoints, Gérard Larchaud, près de 700 arbres ont été plantés. Et comme parrain de l'événement, Gérard a demandé à son fiston, devenu une star nationale et même internationale, l'acteur et réalisateur Philippe Lachaud, de parrainer l'événement. Retour sur ce moment sympathique, bucolique, écologique. Vavigny, au nord du plateau Picard, avec Philippe Lachaud. Alors Philippe Lachaud, vous le connaissez tous, c'est Babysitting 1 et 2, Alibi.com, Super Héros, Nicky Larson. Bon, c'est un très bon, il fait rayonner le cinéma français un peu partout. Mais c'est un gars qui a des racines dans l'Oise. Alors, ces racines dans l'Oise, c'est Vavigny, c'est des racines familiales? Absolument, à Vavigny, là où on se trouve actuellement. Toute ma famille maternelle se trouve ici, donc je suis très attaché
à ce petit village où je viens depuis mon enfance. Mes premières vidéos, d'ailleurs, mes premiers sketchs étaient tournés ici à la sucrerie, donc je connais très bien la région. Tes premiers sketchs étaient tournés à la sucrerie. Alors j'ai lu dans la presse locale qu'il y avait une idée un peu folle qui t'était passée à travers la tête au sujet de cette sucrerie qui est vide aujourd'hui. Alors j'ai tourné mes premiers sketchs à la sucrerie, c'est vrai qu'il maintenant est plus en activité. Non, et c'est vrai que c'est des locaux du coup, qui sont laissés un petit peu à l'abandon, qui sont immenses, et c'est vrai que ça donne des idées d'en faire des studios de cinéma. Je rêverais qu'il y ait des studios qui se fassent ici à Vavigny, mais ça reste un petit peu éloigné de la région parisienne, donc ça reste un petit peu compliqué. Mais ce serait formidable. Pour l'instant, pas de Hollywood sur Plateau Picard. Malheureusement, c'est pas encore en projet. Mais si ça l'est, je viendrai vous le dire en tout premier. Alors, l'Oise, c'est une terre où il y a eu souvent des tournages. À Pierrefonds, là, il y a eu les Visiteurs, à Senlis, un peu partout. Ah oui, c'est une terre de tournage, vraiment. Est-ce qu'il y aurait un lieu, un monument dans l'Oise qui pourrait donner envie à Philippe Lachaud de réaliser un film, d'écrire un film? Plein. J'ai déjà eu des idées de films à tourner. Enfin, moi, je rêverais un jour de tourner dans Vavigny. Après, il faut trouver le bon sujet, il faut trouver ce qui s'y prête. Mais en tout cas, j'en serais très fier qu'un jour. À Vavigny. Ouais, à Vavigny, c'est génial. On vient de poser le camion ici. Il y a plein de décors qui sont super. Moteur. Ah ouais, non, ce serait une grande fierté. Mais bon, pour l'instant, les sujets ne sont pas encore prêts. Ça va venir. Dernière chose, ton actualité, il y a une actualité cinématographique en cours, un projet, un film? Ouais, là je suis en plein montage de mon prochain film qui s'appelle Alibi.com 2, voilà, qui sortira le 8 février. J'ai hâte que ça sorte. Voilà, j'ai tourné pour une plateforme Prime Video, la 3e saison de LOL, saison 3, avec plein de gens incroyables. Virginie Fira, Léa Becti, François Demir, Jonathan Cohen. Et ça va être très chouette. Merci beaucoup, on est vraiment très fiers d'avoir parmi nos Oisiens, nos Vavignisiens préférés, Philippe Lachaud. Moi aussi je suis fier. Merci. Salut. En tout cas, bien joué. Comment ça? Faites pas genre, le coup de la panne et tout. Mais là la voiture est vraiment en panne. Ouais, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Trop mignon. Merde! Oh pardon. Si les voyages forment la jeunesse, les jumelages forgent aussi une certaine richesse, celle de l'âme et du cœur. De nombreuses villes de l'Oise, d'une certaine taille, ont ainsi noué des relations d'amitié, des échanges avec d'autres cités du monde et le plus souvent d'Europe. Compiègne, avec une dizaine de jumelages, est la championne de l'Oise dans cette catégorie. Depuis quelques jours, une nouvelle commune de l'Oise, Mortefontaine, située au sud du département, est rentrée dans le club de ces cités internationales. Mais ce jumelage n'est pas comme les autres. C'est une belle histoire que je vais vous raconter. Le 15 octobre dernier, Mortefontaine s'est jumelée avec une petite ville américaine, Bordentown, jolie cité de la côte est des États-Unis, dans l'État du New Jersey. Un jumelage qui ne doit rien au hasard, mais tout à l'histoire, et même à la grande histoire, celle de Napoléon. En effet, le lien entre Mortefontaine et Bordentown a plus de 200 ans. Et ce lien a un visage, celui de Joseph Bonaparte, le frère aîné de l'empereur Napoléon. Joseph Bonaparte, qui acheta le château de Mortefontaine en 1798, avant de s'exiler aux États-Unis à Bordentown, après l'abdication de son frère en 1815. Dans la galaxie Bonaparte, Joseph, homme d'affaires, diplomate, est un personnage clé. Napoléon en fit d'ailleurs un monarque, roi de Naples puis d'Espagne. Napoléon aimait ce frère aîné avec lequel il avait quitté la Corse tout jeune pour faire son éducation dans une froide et austère école militaire.
et les deux frères ne s'étaient jamais éloignés. Chacun avait ses talents. À Napoléon, l'art de la guerre et de l'administration. À Joseph, celui de la négociation, diplomatique et financière. Les deux hommes partageaient un sens tout méditerranéen de la famille, véritable clan protecteur. C'est ainsi que Napoléon dota généreusement ses frères et sœurs de titres et royaumes. Joseph leur offrit, lui, Mortefontaine, refuge doré, acropole de la tribu Bonaparte, symbole de leur ascension sociale. Et ce château devint ainsi, pendant le consulat, entre 1800 et 1805, un lieu majeur, mythique même, de la vie politique et diplomatique de la France napoléonienne. C'est là que se négocia un traité d'amitié franco-américain, fin 1800, où Joseph joua un rôle majeur. Voyez d'ailleurs ce tableau reproduisant l'événement. Joseph y est au centre. Ce n'est pas un hasard. C'est aussi à Mortefontaine que furent entamées les négociations avec l'Autriche, conclues par le traité de Lunéville en 1801, puis avec l'Angleterre, qui aboutirent à la paix d'Amiens en 1802. À Mortefontaine, on négocia donc, mais on festoya aussi, et on convola. Les noces de deux des sœurs Bonaparte eurent pour théâtre le castel familial et son merveilleux cadre bucolique. Caroline y épousa ainsi en 1800 l'intrépide cavalier Joachim Murat, l'un des compagnons d'armes les plus estimés de Bonaparte. Puis Pauline s'y maria en secondes noces en 1803 avec le prince romain Camille Borghese. Mais l'étoile filante Bonaparte, après avoir illuminé le ciel d'Europe, après avoir fondé les socles de la France moderne, s'échoua à Waterloo puis à Sainte-Hélène, loin du soleil d'Austerlitz et des charmes bucoliques de Mortefontaine. Joseph prit le chemin de l'exil vers ce nouveau monde américain où tout semblait possible. Son sens des affaires en ayant fait un homme fortuné, il put acquérir un vaste domaine à Bordentown où il fit édifier une résidence somptueuse avec des jardins soignés comme à Mortefontaine. L'histoire aurait pu s'achever ainsi. C'était sans compter la force de la mémoire des Américains et des élus de Bordentown, fiers d'avoir parmi leurs citoyens de jadis ce riche Français au nom illustre. À travers le parcours singulier de Joseph Bonaparte et la belle histoire de Mortefontaine, c'est aussi l'amitié franco-américaine qui est mise à l'honneur. Une amitié forgée sur les champs de bataille, celui de Yorktown en 1781, lorsque la France de Rochambeau et de Lafayette était aux côtés des insurgés américains pour les aider à obtenir leur indépendance, et ceux de 1917 et 1944, lorsque l'armée américaine, aidée d'autres alliés, vint libérer la France et l'Europe du joug nazi. Jacques Fabre, monsieur le maire de Mortefontaine, vous êtes maire depuis 2020 et un des premiers dossiers en fait que vous avez eu à traiter, c'est ce projet de jumelage avec Bordentown. Racontez-nous ça. En fait, dès que je suis arrivé au pouvoir en 2020, effectivement, la commune de Bordentown a souhaité se jumeler avec nous. Donc ils m'ont contacté et ils étaient très actifs puisqu'il y a une société historique qui gère tout le patrimoine culturel et historique de cette commune. Et leur volonté, ça a été vraiment de donner une filiation à ce lien transatlantique qui unit nos deux communes. Alors, Mortefontaine, si Joseph Bonaparte et toute la tribu Bonaparte y est arrivée, c'est parce que c'est un lieu merveilleux, il y avait un château merveilleux, on n'était pas loin de Paris, des terres giboyeuses, et puis aussi il y a quelque chose qui attirait les Bonaparte non loin de Mortefontaine, je crois. Alors, évidemment, la fratrie des Bonaparte, en particulier Joseph, mais aussi Napoléon, venait très souvent à Mortefontaine, parce qu'il y avait un parc splendide. C'était à l'époque un des plus grands parcs de France, puisque je crois qu'il avait à peu près 1200 hectares. Il s'étendait sur plusieurs communes. Et aussi, bien sûr, il y avait un voisin qui était célèbre, puisqu'il y avait le parc d'Ermenonville, qui était le parc du baron ou du comte de Girardin. Stanislas de Girardin. Voilà, qui avait créé avec, bien sûr, le siècle des Lumières, avait créé un parc naturel. Il y a eu un personnage célèbre qui est passé par Ermenonville et qui appréciait tout particulièrement les Bonaparte.
C'était Rousseau, je crois. Exactement. Il n'a passé que quelques semaines Tout à fait. chez le baron de Girardin, mais néanmoins il y est été enterré avant de passer au Panthéon. Ce beau château, il est malheureusement, entre guillemets, privé, mais vous avez eu la chance de pouvoir faire cette belle manifestation au cœur du palais. Voilà, exactement. Alors, les châteaux, puisque nous avons plusieurs châteaux à Mortefontaine, nous en avons même 3, un qui est en ruine, mais 2 qui sont splendides, sont tous fermés. Ce sont des domaines privés, bien cachés. Entretenir un château, une commune ne peut pas se le permettre. Hein, c'est plusieurs millions d'euros par an. Merci beaucoup, Jacques.